stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. On va jaser argent, économie, finance, enfin, avec Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Rémi. Bon, les maudits paiements minimum là, sur les cartes de crédit. Là. Hein, les entreprises nous disent des fois, là, tu le sens là, quand ça va pas bien, là, avez-vous une carte de débit? Puis là, tu dis non, juste ma carte de crédit. Ouais, OK, d'accord. Tu sens que ça les énerve. Là. Démêle ça pour nous, là. Il y a deux choses. Il y a moi, ce que je voulais plus te parler, c'est qu'en fait, là, depuis 4 jours, à tous les mois, si vous avez un solde sur votre carte de crédit, il va falloir rembourser plus qu'avant le 1er août dernier. C'est une progression qui a été mise en place depuis 2019 de mémoire et qui, à chaque année, fait augmenter d'0,5% dans le fond là, le paiement minimum donc qu'il faut que les clients payent sur leur carte. Ce qui fait que éventuellement, si vous avez 1 000 $ sur votre carte de crédit, au lieu de la rembourser en 13 ans, vous allez la rembourser en 11 ans. Tu sais, c'est comme un peu dans l'esprit des choses. Et puis en 2025, dans le fond, la dernière augmentation va survenir, puis il faudra payer à tous les mois 5% de son solde là, à chaque mois. C'est intéressant, mais en même temps, je pense que c'est comme une manière détournée là, de traiter le problème, Rémi. En fait, l'enjeu des cartes de crédit, il est double. Premièrement, c'est qu'il y a des gens qui utilisent ça comme un moyen de crédit, ce qui, contrairement à ce que son nom l'indique, la carte de crédit devrait être un moyen de paiement et non pas un moyen de se financer dans la vie. Et la deuxième chose, puis c'est un article dans le Journal de Montréal là, qui m'a interpellé pas mal à ce sujet-là, c'est qu'en fait, c'était un peu étonnant que les gouvernements ne sévissent pas davantage concernant les taux qui sont appliqués là, sur ces moyens de paiement-là. Même des institutions financières légitimes, là, les banques, les coopératives de crédit vont exiger des frais supérieurs à 20% par année, ce qui a aucune cohérence là, avec le niveau de risque qu'ils prennent. C'est vraiment une vache à lait là, absolue, les cartes de crédit. Puis évidemment, c'est prendre pour proie souvent les gens qui ont une littératie financière moindre, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, c'est une façon d'appauvrir les pauvres, là, finalement, à la carte de crédit. Donc, il pourrait y avoir beaucoup plus que cette augmentation du paiement minimum qui soit mise en place, mais bien une intervention directement auprès des institutions financières. Ça ruerait dans les brancards, mais ça aiderait vraiment les consommateurs. Ça, je trouve que les cartes de crédit, là, c'est l'exemple parfait de pourquoi ça prendrait des cours à l'école secondaire. Parce que moi, là, ça m'a pris, je vais te décevoir, là, Francis, ça m'a pris quasiment 5, 6, 7 ans après être sorti de l'école secondaire, comprendre qu'il y avait une date dans le mois où il fallait que je paye, OK? Que cette date-là, elle était disponible quelque part, et je me suis rendu compte que je payais tout le temps en retard. Donc, c'était même pas un problème de liquidité. C'est juste que des fois, je me disais, je vais aller payer ma carte de crédit. Ça, on le sait pas, si on l'apprend pas à l'école, puis si on lit pas les petites modalités d'achat puis de disponible quand tu te prends une carte de crédit. C'est bien fait pareil, cette affaire-là. Non, effectivement, il y a personne qui lit modalité, tu as bien raison. Je crois comprendre qu'il y a maintenant un cours, là, j'en ai pas lu le cursus, là, mais en secondaire 5, là, ça change. Je sais pas quel âge tu as, Rémi, là, mais en tout cas, de mon époque, là, où on avait un cours en secondaire 3 où essentiellement on apprenait à faire de la couture et de la cuisine. Mm-hmm. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai cours de finance, en fait, d'économie financière en secondaire 5, mais certains disent trop peu, trop tard. Il y a évidemment une proportion de la population qui ne se rend pas au secondaire 5. Il y a probablement des gens qui passent avec la note minimale, ce cours-là, qui semble être un cours un peu accessoire. Mais tu as tout à fait raison, là. Il y a un vrai enjeu de littératie financière. Mais je réitère par ailleurs, puis c'est sûr que les institutions financières seraient très mécontentes, mais dans une logique démocratique, qu'on n'ait pas mis en place une limite plus raisonnable, j'aurais envie de dire, là, aux taux qui peuvent être exigés par les émetteurs de cartes de crédit. C'est assez étonnant. Tu te rappelleras à une époque, là, on avait mis en place une loi là, qui empêchait le prêt usuraire et je pense qu'on avait fixé le taux à 60%. Là. Depuis, ça a baissé, mais tu comprends que on peut pas vraiment laisser libre cours au marché pleinement libre en matière d'émission de crédit, puisqu'effectivement, il y a carrément des gens là, qui prennent en proie là, certains individus, puis ça crée une spirale de la pauvreté qui est terrible. Oui, puis malheureusement, je pense que tu as parlé de ceux qui ont une faible littératie.
Mais il y a des gens qui, c'est pas une faible littératie, c'est juste pas quelque chose qu'on leur a appris. Je prends mon exemple. Là, j'ai fait mes classes depuis quelques années, mais c'est le profil de la personne qui comprend pas comment ça marche. Là, c'est un profil qui est très étonnant. Tu veux nous parler d'une gimmick en Floride? Ben, une gimmick, le mot est un peu gros, c'est le mot et le mien, là, mais tu sais, il y a eu un jugement qui a été rendu il y a quelques temps concernant aux États-Unis, là, en début d'année, concernant la manière dont le courtage immobilier fonctionne aux États-Unis. Ça a porté un coup dur. L'Association des courtiers aux États-Unis a accepté de payer presque 500 millions de dollars pour une stratégie de fixation des commissions des courtiers immobiliers. Eh bien, il s'en est pas fallu beaucoup plus pour que de nouvelles, entre guillemets, gimmicks émergent. Et là, il y a un très bon article de notre collègue Francis Alain dans le Journal de Montréal là, qui a paru samedi concernant la Floride, qui est un cas particulier où il y a évidemment beaucoup de Québécois là, qui souhaitent acheter une petite propriété pour passer les hivers et autres. Eh bien maintenant, il y a des nouveaux changements là, qui vont survenir dans le processus à la fin du mois d'août et essentiellement, il sera plus possible de visiter une propriété si on n'est pas accompagné d'un agent, d'un courtier immobilier, ce qui est un petit peu bizarre dans une logique là, de marché, là, je te dirais. Et donc, forcément, puisqu'on visite avec un courtier, ben, il va falloir payer ce courtier-là. Et donc, l'article donne l'exemple d'un condo, mettons, de 400 000 $ qu'on voudrait acheter aux États-Unis, ben, la commission de, disons, 3%, il va falloir la payer probablement cash, ou en fait cash, c'est-à-dire sans la faire financer par l'institution financière. Donc, il faut se trouver, en plus de notre mise de fonds, un 12 000 $ de plus qu'il va falloir donner directement au courtier. Donc, ça va être évidemment un obstacle additionnel là, pour les Québécois qui souhaitent acheter dans cette région-là. Et puis, c'est un peu étonnant, je te dirais, là, que cette nouvelle mesure-là a été mise en place. L'objectif du jugement, c'était justement de créer un marché beaucoup plus concurrentiel aux États-Unis. Et là, ce qui semble se passer en Floride, c'est qu'au contraire, on restreint encore une fois la concurrence sur le marché de l'immobilier floridien. Donc, une gimmick, comme je l'ai baptisé, Rémi. Ah ben le mot est juste. Puis rapidement, tu veux nous parler de la fin des pourboires. Ça, c'est un grand débat de société, là. Ouais, ben j'avais écrit tout un article là-dessus il y a quelques mois, donc oui. Évidemment là, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je considère toujours aujourd'hui là, que c'est un vrai problème, là, une vraie tare là, dans la relation qu'on a avec plusieurs établissements. Et ben il y a plusieurs restaurants justement là, un peu partout au Québec qui ont choisi carrément d'abolir le pourboire, c'est-à-dire que les prix qui sont présentés sur la carte, un peu comme en France, tu as déjà visité Rémi là, nos cousins outre-mer. Le prix qui est affiché, c'est le prix que tu payes. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de pourboire. Si ça dit 21 €, tu peux laisser un petit euro de merci là, à la fin, mais ce n'est même à la limite pas attendu. Donc, quelques établissements qui ont commencé à le faire. Est-ce que c'est le début d'un mouvement? Je ne le sais pas, mais encore une fois, c'est une bonne nouvelle de mon point de vue. Puis, évidemment, la contrepartie de ça, Rémi, puis c'est toujours là-dessus que le bas blesse, hein, c'est que il faut payer les serveurs et autres personnels de salle correctement. Et donc, dans le cas des établissements qui ont commencé à le faire, c'est le cas. Donc, essentiellement, on augmente le salaire fixe. Il n'y a plus de pourboire. Et donc, on gagne très bien notre vie, mais à même là, les ventes là, qui sont faites par le restaurant et non pas par cette espèce de surprise additionnelle qui est rajoutée sur la facture là, à la toute fin. Moi, j'ai entendu dire qu'en France, puisque tu parles de la France, le pourboire commence à s'implanter. Alors, tu vois, donc, tu sais, si on se demande ici vers quel mouvement on se dirige, est-ce qu'on se dirige vers moins de pourboire? Il se trouve que là où il n'y en a pas, on commence à en exiger. Il faut dire qu'en France, cet été, on recevait quand même des milliers de personnes là, en vue des Jeux olympiques, en plus des touristes qui se dirigent là à chaque été. Ouais. Les pourboires, Francis, là, des fois, on ne sait pas c'est combien qu'ils font. Moi, j'ai travaillé dans un bar, puis des barman là, qui faisaient du 800, 900 000 $ de pourboire, là. Comment tu fais pour payer un employé ce salaire-là si l'assiette n'est pas pour doubler ou tripler ou quadrupler le prix? Tu n'y arriveras pas, là. Ben, encore une fois, il faudrait regarder quel restaurant. Là. Je suis pas sûr que chez Claudette, là, la barmaid, elle gagne 900 $ de pourboire par soir. Évidemment, les établissements où ils gagnent des sommes comme tu viens de l'évoquer, c'est souvent des grands restaurants, des grands établissements où si tu vends 50 assiettes, 100 assiettes, que tu rajoutes 10 $ par assiette, ben ça fait 500 $. Mais là, ensuite, il y a plusieurs questions là-dedans.
justement, est-ce que c'est normal que le barman gagne 900, mais que le boss boy gagne 22, puis que le plongeur gagne rien? Tu sais, il y a toute une question de répartition là-dedans. Puis souvent, en salle, là, pour avoir moi aussi travaillé en restauration longtemps, il y a une grande injustice, je te dirais, dans la distribution là, de ces sommes-là. Donc, possiblement qu'un système avec un prix transparent pour le client où les gens sont mieux payés, ça fait moins d'excès. Fait que ton barman à 900 $ par soir, il n'existe plus, mais tout le monde gagne beaucoup mieux sa vie. Fait que dans l'ensemble, possiblement que ça crée une meilleure cohésion d'équipe, un meilleur service puis une meilleure expérience pour le client. Mais tout ça reste à tester. Là, pour l'instant, ce sont quelques établissements. C'est presque anecdotique. Ça nous prendrait un référendum sur la question. Hein, les Québécois votent oui ou non à la fin du pourboire. Moi, je suis pour tous les référendums. Merci beaucoup. À demain. Il me garde le mot de la fin. Désolé, Francis. Oui, c'est ça. Je te lance. Merci beaucoup, Francis Gosselin.